Super. Bonjour. Alors bonjour à tous. Moi je suis Lola Petit, je travaille pour l'association Enquête et puis, avec moi il y a Karine Le Goff, directrice et enseignante, qui parlera après et donc, en fait ce qu'on va faire c'est que, moi je vais présenter pendant un petit quart d'heure, le dispositif qu'on a mis en place avec Être prof et puis ensuite, l'outil, Vincelou pour la séance Savoir et croire. Et ensuite, je donnerai la parole à Karine qui vous racontera comment elle mène ses séances. Voilà, donc je me présente. Et donc, pardon, et après, évidemment, on va garder 25 minutes pour un échange. Donc, pendant ce premier temps, on ne va pas tout de suite répondre à vos questions, mais Nathalie est en train de. Enfin, les notera et puis nous, on les regardera après et on vous répondra. Voilà. Alors, pour commencer, donc, je me représente, je suis Lola Petit. Je travaille pour l'association Enquête, qui est une association qui a été créée en 2010 et qui développe de la formation et des outils pédagogiques d'éducation à la laïcité par l'enseignement des faits religieux pour le cycle 3. Et les 4 objectifs poursuivis par l'association sont le développement d'une culture commune chez les élèves par la transmission de connaissances sur les religions, les convictions et la laïcité. Ensuite, c'est d'apaiser les éventuelles tensions en parlant de ces sujets à l'école et pas uniquement via les crises, même si en ce moment c'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est quand même possible et souhaitable. Le troisième objectif, c'est de développer chez les élèves un rapport réfléchi aux religieux en leur apprenant notamment à distinguer savoir et croire, ce dont nous parlerons assez longuement aujourd'hui, mais aussi en leur transmettant des connaissances sur la diversité des convictions. Et par diversité des convictions, on entend à la fois la diversité au sens où il y a des personnes polythéistes, des personnes monothéistes, des personnes athées, des personnes agnostiques, mais aussi en mettant en évidence la diversité interne. Il n'y a pas une seule manière d'être juif, il n'y a pas une seule manière d'être musulman, il n'y a pas une seule manière d'être athée. Et voilà ce qu'on cherche aussi à mettre en évidence pour permettre aux élèves de développer un rapport réfléchi aux religieux. Ensuite, dernier objectif qui est servi par tous les 3 objectifs que j'ai présentés précédemment, qui est de faire adhérer les élèves à la laïcité en leur présentant ce principe positivement, c'est-à-dire en leur montrant d'abord les libertés qu'il garantit, la liberté de conscience qui correspond à la liberté de croire, de ne pas croire, mais aussi de changer de conviction, et aussi la liberté de culte, donc de pratiquer librement une religion quand on en a une. Tout cela, évidemment, dans le respect des règles, enfin des lois de la République. Et acquérir toutes ces connaissances sur les convictions et la laïcité, ça leur permet de comprendre l'utilité concrète de la laïcité, à la fois individuellement pour eux, mais aussi son utilité pour la collectivité. Voilà, ça c'était pour vous présenter Enquête, cette association pour qui je travaille. Mais depuis quelques mois, donc avant l'été, on a commencé un partenariat avec Être prof pour vous accompagner, vous les enseignants, pas à pas, à mettre en œuvre cet enseignement des faits religieux en vue d'éduquer à la laïcité et en vous proposant donc des ressources. Et là, on est dans la première étape de ce dispositif parce que c'est un partenariat qu'on va mener sur plusieurs années avec Être prof. Mais cette première étape consiste à vous proposer des ressources et des séances pour préparer avec vos élèves la journée de la laïcité qui a lieu le 9 décembre. Voilà. Et donc, en plus d'articles et de vidéos, de tutos, vidéos tutos avec des collègues, par exemple Karine qui a fait un tuto là très récemment et aussi un podcast, etc. On vous propose donc ces tutos abordent les questions principales, hein, les articles, les questions que vous pouvez tous vous poser. Qu'est-ce que je dis aux familles? Comment vont-elles réagir? Comment mes élèves vont réagir? Ou comment je peux me positionner pour rester neutre tout en prenant en charge cet enseignement? Outre ces ressources-là, on vous propose des séances concrètes pour préparer cette journée de la laïcité. Et pour faire ça, on vous propose 2 différentes. On propose l'option pour les en fait, vous consacrer le moins possible, donc avec la première séance qui est l'incontournable séance Savoir et croire, parler tout au long de et une deuxième qui est pour le jour J ou le plus proche du 9 décembre, intitulée Laïcité et liberté. Pour ces 2 séances, nous vous proposons d'utiliser
deux, deux parcours issus du numérique éducatif Vince et Lou, laïcité et religion, donc le parcours C'est croire et le parcours Les libertés. Nous avons co-réalisé en 4 séances avec toujours la première séance incontournable qui est la... Ouais. Lola, tu nous entends? Oui, en effet, je suis d'accord avec vous, ça bug un petit peu. Alors, on a perdu Lola. Oui. Normalement, Karine, tu dois m'entendre là? Oui, moi je t'entends très bien. Ouais, donc le son, oui. Donc on a perdu Lola. Eh bien, écoute, ce que je te propose, si tu veux, Lola reviendra sur la présentation générale du dispositif. Et du coup, ce que tu peux, toi, c'est nous présenter et nous raconter finalement comment toi, tu as proposé ce dispositif et notamment cette séance Savoir et croire qui est un des piliers, enfin, si ce n'est le pilier par lequel commencer. C'est la séance incontournable quand on travaille sur l'enseignement laïque des faits religieux. C'est par là qu'il faut aborder parce que tout va revenir à cette question. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on croit? Et des fois, c'est très difficile, y compris pour nous, adultes, de faire ce distinguo. Donc effectivement, oui, moi, je serais aussi intéressée de lire, savoir si vous avez pu visionner l'épisode Vince et Lou, les uns et les autres. Et est-ce que, pendant que je parle, est-ce que c'est possible aussi de vous présenter un petit peu, juste par curiosité, savoir si vous êtes des CM1, des CM2, des doubles niveaux, REP, pas REP, je sais pas, juste un petit peu pour savoir avec qui on parle. Donc, Lola est revenue. Je vais juste me désolée. présenter. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, Karine. Donc, moi, comme l'a dit Lola, donc je suis effectivement enseignante très, très souvent en cycle 3 et directrice d'une école qui est située dans un quartier assez enclavé en REP, dans une circonscription qui a uniquement des REP et du REP+. Prof d'histoire géo au collège. Ah oui, ça c'est effectivement varié. D'accord. Donc, j'espère que ça répondra quand même aux questions. Oui, est-ce que j'imagine que vous avez des classes de 6e pour être aussi sur la continuité du cycle 3? Ah, très bien. Nous, on travaille pas mal avec nos professeurs du collège. D'accord. Du coup, alors, je reprends, Karine. Ouais. Oui, alors, je reprends du coup là où j'en étais en vous présentant rapidement donc l'option un peu plus longue, c'est-à-dire en 4 séances pour préparer la journée de la laïcité, 1, savoir et croire, et ensuite séances 2 et 3 où on vous propose d'utiliser l'arbre à défi, mais vous avez tout l'accompagnement pas à pas proposé déjà sur le dispositif Être prof. Et lors de cette séance, les élèves jouent avec des cartes défis, donc ils sont en équipe, répartis en équipe, et ils préparent en fait des défis. Ça s'appelle des défis parce que ils doivent piéger les autres équipes et gagner des points. Et donc, il y a dans ces 2 séances qu'on vous propose 5 cartes qui sont jouées, 4 cartes qui s'appellent le défi de la bonne définition, où les élèves font les définitions des mots polythéiste, monothéiste, athée et agnostique, et un mot inconnu qui est le mot laïcité. Voilà. Ça, c'était pour vous décrire du coup les 2 séances intermédiaires. Et la dernière séance proposée est toujours la séance laïcité et liberté via le Vince et Lou. Ça, c'était pour vous présenter le dispositif globalement. Et si je résume, l'option en 2 séances, ça vous prend 2 heures, parce que c'est 1 heure par séance. Et l'option en 4 séances, ça vous prend 4 heures. Voilà. Et je vais vous présenter maintenant brièvement le fonctionnement d'un parcours Vince et Lou. J'espère que vous avez pu aller regarder. Et si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, les éléments qu'on va vous donner aujourd'hui, oui, c'est pas grave. Enfin, vous allez quand même pouvoir suivre. Mais donc, le fonctionnement d'un parcours Vince et Lou, là, je vais prendre l'exemple sur Tu sais, tu crois, mais en fait, tous les Vince et Lou sont composés de la même manière. Un parcours est composé en fait d'un dessin animé qui dure 2 minutes. Donc là, nous, on parle de celui qui s'intitule Tu sais, tu crois, où Vince et Lou et leurs copains mènent une petite enquête et font une interview, posent des questions à leurs amis. Est-ce que tu sais ou tu crois que Napoléon a vraiment existé? Est-ce que tu sais ou tu crois si un dieu a créé le monde? Je donne des exemples, mais voilà. Donc, il est composé d'un dessin animé de 2 minutes et d'un guide d'accompagnement pour vous aider à faire le décryptage avec vos élèves, le décryptage de la vidéo. Et ensuite, une activité de structuration et qui est très importante parce qu'elle peut sembler arriver vraiment à la fin, mais elle est vraiment centrale dans le travail et c'est ce que Karine
nous racontera après de son expérience. Voilà. Ensuite, les objectifs de la séance, tout simplement, je vais les dire quand même, de permettre aux élèves d'identifier et de définir les deux domaines différents que sont celui du savoir, où il existe des connaissances et un savoir partagé par tous, et le domaine du croire, où parce qu'il concerne des choses qu'il est impossible de vérifier, il y a des croyances différentes. Voilà. Et pour atteindre cet objectif, le moyen, nous, qui nous semble fonctionner, alors c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, il fonctionne très bien, c'est la discussion et le questionnement, ou le débat réglé, selon le vocabulaire que vous employez. Et pour faire discuter vos élèves, concrètement, l'idée, c'est de visionner une première fois le Vincelou, donc le dessin animé de 2 minutes, Tu sais, tu crois. Je précise bien que la vidéo du Vincelou, elle n'a pas vocation à apporter des réponses, mais vraiment à susciter des questions et à lancer la discussion avec les élèves. Selon les classes, selon les élèves, vous pouvez la visionner plusieurs fois. Il y a beaucoup, voilà, c'est un déclencheur, exactement. Et il y a beaucoup d'élèves qui aiment bien regarder peut-être 2 ou 3 fois la vidéo avant de se lancer dans la discussion, et d'autres qui ont compris, qui ont envie de se lancer juste après un premier visionnage. Et ensuite, donc on vous propose un guide d'accompagnement pour décrypter avec vos élèves, mais décrypter de manière séquencée, c'est-à-dire qu'il y a en gros 5 moments forts dans la vidéo, 5 scènes un peu différentes ou 5 idées différentes, et on vous propose de mettre pause à la fin de chacune de ces 5 scènes importantes, et de poser des questions à vos élèves pour lancer la discussion. Tout ce séquençage, il est présenté dans le guide d'accompagnement. Et juste pour vous résumer, il y a un tableau dans ce guide d'accompagnement du décryptage où vous avez en gros 3 grandes thématiques importantes, les problématiques abordées qui vous permettent, vous, d'identifier quel est votre objectif, faire discuter les élèves à tel moment sur tel sujet. Ensuite, les réponses possibles que eux vont apporter ou les remarques qu'ils vont faire. Alors, on les a évidemment pas toutes listées, mais en gros, il y a quand même un peu les remarques types. Évidemment qu'on sait qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, sinon on ne serait pas là. Voilà. Et donc, ça, on vous les a notés pour que vous soyez un peu prévenus. Pour essayer de vous aider à anticiper. Et ensuite, il y a une colonne qui est appelée Info en plus, mais en fait, qui présente les principales connaissances à transmettre. Et là, je précise qu'il ne s'agit pas tout à fait de connaissances à transmettre au sens magistral, parce qu'en fait, ça, c'est ce que je pense Karine va raconter après, mais c'est que par la discussion, vous allez mettre en évidence les connaissances que vos élèves ont déjà. Parce qu'en fait, ils savent déjà un peu différencier savoir et croire, c'est juste qu'il faut les aider à le structurer dans la discussion. Et vous, c'est en posant plus de questions ou alors en mettant en évidence ce qu'a dit un élève par rapport à un autre, que vous mettez en évidence cette différenciation entre ces deux domaines. En les questionnant, en reformulant leurs propos. Donc, selon les classes, la discussion dure plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que vous m'entendez? Moyen. Ah. Je vais essayer de parler plus lentement. Donc là, ce que je disais, c'est que selon les classes, la discussion dure plus ou moins longtemps autour de la vidéo. Parfois, elle peut durer 10 minutes, parfois, elle peut durer 20 minutes. Ça, c'est à vous de vous adapter et c'est pas un échec si elle dure 10 minutes. En revanche, il faut, à mon avis, bien penser à garder du temps pour l'activité de structuration, qui est l'activité dont Karine va vous parler. Et cette activité de structuration, concrètement, c'est un exercice que, pour ceux qui ont déjà regardé, elle consiste à soumettre des affirmations aux élèves, en fait, à faire la même chose que ce que font les personnages dans Vince et Lou, donc Vince, Lou et leurs copains, mais avec vos élèves. Et donc, vous allez leur soumettre 6 affirmations, ou un peu plus si vous le souhaitez, mais nous, on le fait avec 6 affirmations, l'une après l'autre, en leur laissant le temps de réfléchir à chaque fois, en leur disant que la consigne, c'est je vous soumets une affirmation et vous me dites si c'est quelque chose que l'on peut croire ou quelque chose que l'on peut savoir, ou les deux. Et je précise que c'est important de laisser l'option les deux, parce que il y a des élèves qui répondent on peut et le croire et le savoir, et ça permet d'affiner la réflexion autour de la distinction entre ces deux domaines qui ne sont pas complètement hermétiques. Voilà.
Et dans le processus, ce qu'on propose, c'est quand vous soumettez une affirmation, vous les laissez d'abord réfléchir individuellement. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que l'on peut croire ou que l'on peut savoir, ou les deux? Et puis ensuite, vous pouvez leur proposer de mettre en commun leurs réflexions sur l'affirmation, soit en petit groupe, soit directement en classe entière. Et de toute façon, à un moment, il faut mettre en commun en classe entière. Et pendant cet exercice, on vous propose de construire une carte mentale, donc d'écrire au tableau les mots savoir et les mots croire dans 2 bulles. Et puis, au fur et à mesure que les élèves argumentent et expliquent leur réponse sur telle ou telle affirmation, vous allez voilà, construire une carte mentale. Et dans l'accompagnement, dans la fiche outil d'être prof, vous avez la carte mentale remplie et aussi une carte mentale vierge pour pouvoir travailler avec vos élèves. Et j'arrive au bout de ce que je voulais raconter. Et donc, je vais laisser la parole à Karine qui va à nouveau peut-être se présenter, mais aussi nous raconter elle anime depuis des années dans sa classe et dans d'autres classes aussi d'ailleurs, les séances Savoir et Croire. Donc, Karine, à toi. Merci. Donc, comme je vous disais, j'ai très souvent des cycles 3, mais pas toujours. Et dans ce cas-là, je vais un petit peu chez mes collègues, où je prends des élèves en décloisonnement. Et c'est la séance primordiale. Je trouve que c'est même la plus difficile, d'ailleurs, parce que c'est celle qui nous fait le plus… voilà, on va mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire, est-ce qu'un Dieu a créé le monde? Et des fois, on peut appréhender ce temps-là avec nos élèves. C'est aussi une séance pour laquelle, au tout début que j'ai commencé à travailler en EMC sur l'enseignement laïque des faits religieux, alors avec l'aide d'enquête, c'est une séance sur laquelle on était accompagnés, nous, soit par des membres d'enquête, soit par nos conseillers pédagogiques qui sont venus aussi dans les classes. Donc, en fait, je vous dis ça parce que je trouve ça naturel de se dire que c'est une séance qui est un peu délicate et il faut la vivre pour se rendre compte qu'en fait, elle passe assez bien et que oui, il va y avoir des questionnements, mais des questionnements au final qui sont très normaux, très importants et sur lesquels on va pouvoir rebondir pendant toutes les séances. Alors, je ne sais pas comment vous avez construit votre progression, si vous voulez y travailler sur 3-4 séances, sur 12 séances, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, vous allez y revenir et des fois même dans d'autres moments de classe sur d'autres sujets. Donc, je vais alors reprendre exactement ce que vous a présenté Lola, à savoir que dans un premier temps, voilà, on explique à nos élèves qu'on va travailler en EMC sur l'enseignement laïque des faits religieux. C'est déjà plein de mots compliqués, hein, cycle 3 quand même, l'enseignement d'accord, mais alors laïque, faits et religieux ensemble, c'est pas clair dans un premier temps. Et on introduit croire et savoir. Donc, ça, je pense que je vais étonner personne. On part de leur connaissance à eux, comme l'a très bien dit Lola. Donc, qu'est-ce que c'est que pour vous croire? Qu'est-ce que c'est que pour vous savoir? Et déjà, on a une mine d'informations. Et dans ce cas-là, pareil, donc moi, j'écris tout au tableau en essayant effectivement d'organiser une partie plus savoir, une partie plus croire et tout un tas de choses qui arrivent au milieu. Et qui ne sont pas encore complètement triés. Mais en tout cas, on garde ça, on garde vraiment leurs éléments. Et à partir de ce tour de classe, des échanges, etc., généralement, ils nous disent… alors, on a très vite… on croit en Dieu et on sait que Dieu existe. Ça arrive très, très vite. Et c'est assez drôle parce que c'est tout à fait ce qui nous intéresse. Et on a les deux verbes en même temps. Et nous, notre but, c'est quand même justement d'aller affiner tout ça. Mais ça arrive très vite. On croit, c'est quelque chose… on croit parce qu'on croit. Alors ça, c'est les paraphrases de tout le temps. C'est assez drôle, mais c'est tout à fait ce qu'on va avoir comme réaction. On sait parce qu'on nous l'a dit. On sait parce qu'on l'a vu. On sait parce que c'est comme ça. Donc, des affirmations. Donc, ok, très bien. Voilà. Et après, avec les questions ou le visionnage de Vincelou, qui est de toute façon une amorce à la discussion, parce qu'effectivement, moi aussi, je travaille en groupe classe, parce que c'est un temps d'échange qui est assez important et que je trouve les groupes de travail très, très intéressants, mais si vous avez des éléments avec des tempéraments très forts et qu'on les met en groupe, le risque du groupe, c'est que l'élément fort prenne
la dominante du groupe et ne laisse pas s'exprimer dans son petit groupe les autres. Et ça va un peu gâcher si après vous faites d'autres travails de groupe. Mais voilà, c'est juste ça, ça a été mon expérience avec mes classes, c'est pas tout le temps le cas. Et de toute façon, quand on est en classe entière, les forts tempéraments vont avoir tendance à vouloir appuyer. Ceci dit, nous, on connaît aussi les tempéraments de nos élèves. On va chercher un petit peu ceux qui sont peut-être plus moins vindicatifs dans leurs propos, mais on sait aussi qu'ils vont avoir des propos qui vont être déclencheurs pour la discussion. Donc voilà, ça, vous voyez vraiment ce qui vous convient le mieux par rapport à vos classes. Et ensuite, une fois qu'on a lancé un petit peu ce domaine, soit avec le Vincelou, soit avec des questions, mais des questions très simples. C'est-à-dire, est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois que dans la classe d'à côté, il y a Madame X, Madame Intel qui connaissent très bien? Ça, voilà, déjà, vous allez partir de quelque chose qui est très, très concret, qui n'a rien à voir avec des savoirs religieux, et ça va pouvoir commencer à amorcer. Alors, excusez-moi, j'essaie de lire en même temps. Cette question du croire et du savoir comme deux systèmes. Non, 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 surtout pas. C'est pas deux systèmes qui s'opposent. C'est au contraire, c'est deux systèmes qui. Oui, merci. Merci Nathalie. J'ai vu. Mais oui, non, c'est au contraire. C'est des choses qui vont ensemble. Donc, est-ce qu'on sait que dans la classe d'à côté, il y a Madame Petite, hein, je vais reprendre le nom de Lola, parce que d'habitude, les élèves savent que Madame Petit, elle est tous les jours dans la classe d'à côté. Ils vont dire oui, je sais, parce qu'on l'a vu rentrer, parce qu'on sait que c'est son heure de classe, parce qu'on sait que c'est sa classe, etc. Mais Madame Petit, elle peut très bien être malade. Elle peut très bien avoir décidé d'emmener, alors nous en élémentaire, on bouge beaucoup, on peut très bien avoir décidé de faire une séance de PS, on peut très bien avoir décidé d'aller dans une autre salle parce qu'on veut faire de l'art visuel, parce qu'on est en salle polyvalente pour un projet débat philo, etc. Donc du coup, on va mettre un peu de doute, mais t'es sûr? Là, comment est-ce qu'on peut savoir là tout de suite maintenant que nous on est en classe, que Madame Petit est bien à côté avec ses élèves? Et au fur et à mesure, il va y avoir je sais qu'elle devrait être à cet horaire-là dans sa classe, mais je crois qu'elle y est vraiment, mais je ne peux pas être sûre à 100%. Et là, on va commencer à rentrer dans des petits détails qui vont toute leur importance. C'est pareil, nous, on faisait, ça c'était des idées lancées par enquête. Hein, est-ce que, normalement, dans les classes en élémentaire, on a tous des maps mondes? Est-ce que dans la classe d'en face, il y a une carte du monde accrochée dans la classe? Alors, les élèves qui ont été dans cette classe-là pendant 1 an, ils vont dire oui, moi je sais, je l'ai vu, ou encore hier soir j'y étais à l'étude et je l'ai vu accroché. Et puis un tel qui a été aussi à un autre moment va dire bah oui, etc., etc. Et puis il va y avoir aussi la vérification, c'est-à-dire que est-ce qu'elle y est toujours au moment où on parle? On peut jouer là-dessus. Et c'est là-dessus que c'est avec des petits échanges à la fois très concrets, des choses de votre quotidien que vous vivez avec vos élèves, qu'on va pouvoir rentrer dans ce distinguo croire et savoir pour ensuite aller vers des questions un peu plus d'ordre général. Moi, je trouve important au final de partir de choses vraiment très simples comme voilà, est-ce qu'il y a des élèves à côté, est-ce qu'il y a une table, est-ce qu'il y a des tables pour travailler, parce que dans des écoles, dans des salles de classe, il y a des tables pour travailler. Parce que après, quand on passe sur des questions comme est-ce que Napoléon a existé, est-ce que Louis XVI a existé, là, ça va être très intéressant pour les élèves qui ont un petit peu de notions historiques. Alors, ils sont censés, au cycle 3, avoir ces notions. Maintenant, je ne sais pas exactement vos conditions de travail. Enfin, moi, je suis avec des élèves qui n'ont pas toujours toutes ces connaissances-là. Et des fois, on patauge plus à recontextualiser. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu. Et l'année dernière, on a été face c'était une première. Moi, j'ai des élèves qui étaient à fond dans la théorie du complot, et donc tout était complot. Donc, la Première Guerre mondiale, complot, ça n'a jamais existé, c'était un film tourné. La Seconde Guerre mondiale, complot, ça n'a jamais existé, c'était un film tourné. C'était assez. Du coup, on a eu vraiment, vraiment du mal, mais en revenant, comme l'a expliqué Lola, aux fondamentaux, c'est-à-dire revenir sur des choses très basiques de croire et de savoir, au final,
On n'a pas essayé de lutter parce que là, on était sur quelque chose qui tournait en rond. On avait beau leur demander, mais quel serait le but? Pourquoi est-ce qu'il y aurait complot, pas complot? Enfin voilà, ça tournait complètement en rond. Et au final, on a laissé, parce qu'il y avait un élève qui portait vraiment cette idée, et on a laissé en disant, bah voilà, tu crois, et nous, on n'est pas d'accord, tout simplement. Et donc, il y a des élèves qui ont dit, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Nous, on sait que ça existait parce qu'il y a des reportages, parce qu'il y a différentes sources qui, déjà, ne sont pas des sources voilà, qui se connaissent et qui, pourtant, ont décrit les mêmes choses, etc. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Point. Et après, on prend d'autres exemples. Je vous en parle parce que c'était la première fois que ça nous arrivait et, à l'école. Et on était assez surpris parce que ça a duré longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est lié à notre contexte qui fait que de plus en plus, il y a des théories voilà, complotistes ou si c'était là, cet élève en particulier. Mais je pense que vous aurez aussi un petit grain de sable dans votre enrouage et c'est pas grave, tout simplement. Voilà, je pense que c'est au contraire, c'est se servir de ça pour se dire, ben, on n'est pas toujours d'accord. Et là, toi, tu crois. Et nous, on dit qu'on ne croit pas qu'on sait. Mais est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on va toucher du doigt quand on va aller parler des religions derrière? Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je crois en Dieu, mais je sais qu'il existe. Et ça, c'est pas en quelques séances qu'on fera toucher cette croyance profonde qui, du coup, pour eux, c'est du savoir. Mais c'est pas grave parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment d'entendre qu'il y a des personnes qui croient et qui ne sont pas sûres de tout ce dont on parle et que même quand on croit à une même chose, on n'a pas la même manière de croire. Et c'est cette notion-là qui est très complexe et qui est même de l'ordre, qui est philosophique en fait, et qui est importante. Moi, je le prends comme ça, c'est une petite graine qu'on met dans leur petite tête et qui va germer. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire les séances, ils vont se reprendre verbalement. Et là, j'ai vu qu'il y avait une collègue prof de français, et je pense que pour tous ceux qui aiment les amoureux des langues que nous sommes normalement, c'est un régal. Donc, à un moment donné, vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez en parler, ils vont me dire « Ah, mais moi, je sais que Dieu existe. » Et puis, il va y avoir… Et puis, la même personne peut se reprendre en disant « Oui, je crois que c'est comme ça que ça doit se passer. » Et on voit qu'en fait, ils sont en pleine réflexion. Et c'est ça notre but quand même d'enseignants, c'est de les amener à réfléchir sur ces sujets-là, à entendre qu'il y a des différences, à entendre qu'il n'y a pas une seule manière de concevoir et d'accepter aussi ces différences. Je lis en même temps, excusez-moi. Du coup, je me mets avec toi à l'écran, Karine, pour pas que tu sois toute seule. Lola va revenir. Mais moi, je veux bien t'arrêter là sur cette histoire. Finalement, quand à des moments, on arrive en but à des enfants qui sont intimement convaincus que ce qu'ils croient, c'est du savoir, cette utilisation du verbe croire, finalement, ça les protège et ça protège tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut dire, eh ben ok, tu crois ça, ça t'appartient, mais moi, je ne suis pas obligée de partager cette croyance. Est-ce que c'est comme ça que tu arrives à finalement à Oui, parce qu'à un moment donné, ça sert à un moment donné, pour moi, la discussion, elle est creuse. En philo, on appelle ça les empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va sortir de là. Moi, je te ferai pas changer d'avis, tu me feras pas changer d'avis, et c'est pas le but en plus de notre séance de MC, il n'est pas du tout là. Donc, on va accepter. Voilà, nous ne sommes pas d'accord. Point. Et on va passer à un autre sujet par de biais. Et moi, je pense qu'il est là notre rôle. Et dans le croire et savoir, c'est ça, parce que quand on va pas, des fois, ils ont des bons arguments. On dit, mais moi, je sais que ma mère m'aime, par exemple, ou que j'aime ma mère. Je le crois pas, je le sais. Mais là, nos ressources historiques, les différentes personnes,
elles ne peuvent pas rentrer en ligne de compte. C'est quelque chose qui est intrinsèque. On va pas revenir là-dessus. Et on va pas dire à un élève, mais non, ce n'est pas vrai. C'est pas possible. Oui, ce n'est pas un savoir, c'est une croyance. Voilà. Ok, oui, tout à fait. C'est là-dessus que en fait voilà, mais j'en parle parce que c'est déroutant. Moi, et pourtant l'année dernière, c'était pas la première année que je faisais mes séances de MC, c'était pas la première année que je faisais Croire et Savoir, et on a quand même eu un moment de mais comment on va se sortir de cette spirale là du complot, parce que bon, on n'avance plus et que c'est pas le but. Le but c'est d'avancer. Donc, Croire et Savoir, il faut repartir voilà, sur des choses très, très simples. Et après, aller, effectivement, voilà, les exemples classiques, est-ce que Napoléon, Louis XVI, l'obus à 100 degrés, comment tu sais. Et puis souvent, quand on utilise des choses qu'ils ont déjà vues en cours, bah si, on l'a vu en cours, etc. Mais même ça, quand même, c'est intéressant de les amener plus loin, parce que quand un élève nous dit, on sait que c'est vrai parce que madame un tel ou monsieur un tel me l'a dit en cours, là, on mesure toute la responsabilité de l'enseignant et on n'est pas Dieu sur terre, surtout pas. Donc, c'est quand même les pousser à leur dire attention, okay, d'accord, c'est très bien, l'enseignant l'a dit, mais comment est-ce que lui a cette information qui te transmet, parce qu'il la sort pas de son chapeau, cette information. Et généralement, quand on les pousse comme ça, il y en a toujours qui ont des très très bonnes réflexions. Voilà, les études, les différents livres. Je l'ai vu aussi dans le manuel d'histoire. Et puis, il y en a un qui va dire « Ah, ben moi, je l'ai vu aussi dans un reportage à la télé, ou j'en ai parlé en famille, et puis on m'a dit aussi, etc. etc. » Donc, c'est toujours poussé. J'ai une question pour toi, Karine. Là, en t'écoutant, je me dis que finalement, est-ce qu'il peut y avoir une troisième catégorie qui est de l'ordre de l'incertitude et qu'on travaille finalement sur cette incertitude et qu'il y a des choses qu'on ne met pas ni dans le savoir ni dans le croire, et il serait dans cette espèce de poche d'incertitude. Alors, l'incertitude, on n'aime pas dans notre société, on aime bien mettre les choses dans des cases, mais du coup, en tout cas, en t'écoutant, je me dis, il y a des moments où peut-être qu'on ne peut pas trancher, et on dit, bah voilà, on ne sait pas, et on le met dans cette poche. Oui, Lola? Oui, pardon, mais parce que ça se déconnecte souvent, alors j'ai peut-être loupé des choses, mais par exemple, les enfants, ils aiment beaucoup apprendre le mot agnostique. Et agnostique est précisément, donc ça désigne les personnes qui disent, comme il est impossible de savoir au sens du savoir, de vérifier, d'observer, d'avoir des preuves, comme il est impossible de savoir s'il y a un Dieu, plusieurs dieux ou aucun Dieu, je ne me prononce pas. Et donc, ce mot-là, précisément, le mot agnostique, alors on le relie au savoir dans le sens où l'agnostique, il le formule sur le mode du je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui va quelque part à dire ne sachant pas, je ne me prononce pas, donc une forme d'incertitude. Voilà. Et je voulais rebondir sur quelque chose que Karine racontait tout à l'heure, ce moment où que tu racontais plusieurs fois, mais où des élèves disent je crois, je sais qu'il y a un Dieu, je crois, je sais, enfin. Et en fait, parfois, ça prend du temps, évidemment, plusieurs séances, et savoir et croire, c'est quelque chose qui est fondamental et qui revient dans toutes les séances d'enseignement des religieux, mais même d'autres disciplines, comme disaient certains enseignants. Mais en fait, il y a souvent, ce qui se passe pendant les séances savoir et croire, c'est des élèves qui vont au départ dire je sais qu'il y a un Dieu, ou plusieurs, enfin voilà, et qui en fait, à la fin de la séance ou à une autre séance, vont dire non, c'est pas que je sais, c'est que j'en suis sûre. Et ce j'en suis sûre, on le note aussi au tableau, le j'en suis sûre. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on essaye de leur montrer par cette discussion, c'est que dire je sais, c'est pas plus important et plus légitime que dire je crois. C'est juste que c'est autre chose. Et que si tu dis t'en es sûr, on comprend que c'est très très important pour toi. Et ça, on ne veut pas te le retirer. C'est pas en disant que c'est pas parce qu'on dit que c'est une croyance qu'on dit que c'est pas important pour toi. Voilà. Il y a Beko qui dit quelque chose de super intéressant, et en termes d'utilisation des mots, c'est assez juste. Il dit, enfin, il ou elle, pardon, je suis désolée. Donc, effectivement, il me semble que face à certaines attitudes d'élèves, certaines certitudes d'élèves, pardon, et notamment la théorie du complot, il y a à amener les élèves à comprendre qu'ils sont dans le croire-savoir. C'est-à-dire, je crois savoir que. Et je trouve, c'est vrai que c'est assez intéressant finalement de manipuler ces deux mots et de voir ce que ça génère. Merci pour cette petite touche. C'est sûr. Ouais.
Et sur l'objectif, il est vraiment d'apprendre, enfin, en tout cas, pour moi, il est dans mon parcours citoyen, et l'objectif, il est dans l'argumentation, mais pas tant dans convaincre, en fait. Parce qu'on va pas, on va, le but, il est jamais d'aller, surtout quand on parle de faits religieux, il va jamais aller, le but n'est pas de faire changer d'avis la personne qui est en face. On va pas toucher à leur sphère privée. Par contre, le but, il est clairement d'accepter, de dialoguer et d'entendre que la personne qui est en face de toi n'est pas d'accord avec tes arguments ou tes croyances ou ce que tu penses être tes savoirs. Et je crois qu'il est vraiment là notre travail. Et parce qu'ils sont quand même très sûrs d'eux. Alors moi, je travaille dans un milieu qui est à 95%, 99% religieux. L'agnosticisme, bon, ça passe parce que le mot, en plus, c'est un vocabulaire qui découvre et que c'est très riche en lexique, hein, dès qu'on travaille tous ces domaines-là. Par contre, quand on parle de l'athéisme, là-dessus, moi, en tout cas, mes élèves rebondissent pas souvent parce que c'est quelque chose qui est pire, entre guillemets, hein, attention, hein, je mets des guillemets, pour eux, c'est pire que de ne pas partager leur idée de religion, la leur. Voilà, l'athéisme, c'est quelque chose qui est très abstrait, qui ne passe pas. Voilà, en fait, ils ne se représentent pas, c'est très compliqué. Et excusez-moi, je me suis perdue, parce qu'en même temps, je lis. Alors moi, j'ai plein de questions. Je me suis noté plein de questions. Alors, je ne sais pas, Karine, si tu as fini, toi, de raconter si, je sais que je voulais dire séance. quelque chose. Je suis désolée, comme vous, j'ai ma journée dans les pattes. Je voulais dire ça quelque va chose revenir. Par rapport à ça, mais ouais, c'est reparti. Désolée. Ça va revenir, ça va revenir. Tu veux que je te lance sur les questions? Je pose mes questions. Ça va me revenir, je sais que je vais dire quelque chose, mais... Alors, moi, j'avais une question sur le vocabulaire et le niveau de vocabulaire à utiliser. Parce que je trouve qu'on peut être d'un côté très simpliste, et voire trop simpliste, et très technique. Est-ce que tu aurais une jauge comme ça qui permet de se positionner sur le niveau de vocabulaire à utiliser? Alors, donc, moi, il y a plein d'outils possibles pour travailler sur ce thème-là, mais c'est vrai que mon outil chouchou, ça reste l'arbre à défi, hein, présenté par Enquête. Donc, on engrange un vocabulaire énorme en très peu de temps. Donc, dans nos cahiers, on a vraiment une partie EMC où dans la classe, moi, j'ai aussi mon arbre, donc celui des défis, qui est symbolisé un dessin d'arbre avec des petits fruits qu'on dessine pour les points gagnants. Et autour de cet arbre, on a tous les nouveaux mots qu'on voit. Donc, islam, Coran, christianisme, Jésus-Christ, agnosticisme, polythéisme, etc., etc., etc. Donc, des mots qu'ils ont certains déjà vus, hein, polythéisme, monothéisme, dès le CE2, c'est quelque chose qui est vu, mais qui est bien évidemment pas complètement ancré chez nos élèves, puisque voilà, on va revenir, hein, à chaque fois, c'est en spirale. Donc, tout ça, ce sont des mots qui sont mis soit dans les cahiers, dans la classe, et ils doivent utiliser ces mots. Parce que s'ils ne les utilisent pas, ce n'est pas clair. Et là, on est dans de l'incertitude, on n'est plus dans les faits, et on ne se comprend plus. Et je sais ce que je voulais dire par rapport, excuse-moi, ça y est, ça m'est revenu, par rapport à ce que je vous disais sur l'athéisme, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que on va toucher à parce qu'on parlait de la sphère privée et qu'il fallait pas les faire changer d'avis, que c'était pas le but. Mais le but était bien de rentrer dans la discussion. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que moi j'ai des élèves qui sont, voilà, tous, quasiment tous à 99% croyants. Et il y a, je sais pas, 90% de mon école, donc la croyance majoritaire, c'est l'islam. Et dans les cartes du jeu, il y a une carte où il faut faire deviner aux autres groupes de la classe le mot l'Aïd. Donc, il y a deux sortes de l'Aïd. Et donc, du coup, il y a l'Aïd el-Frit et l'Aïd el-Kibir. Donc, dans les jeux auxquels on joue, nous, c'est l'Aïd el-Kibir. Et c'est vraiment, pour mes élèves, c'est quelque chose de très connu. C'est leur quotidien. Donc, dès qu'on a des questions sur l'islam, eux, ils sont sûrs d'eux. Ils se disent, moi, je sais, là, je sais, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça n'a pas raté. Ça fait plusieurs années que je le fais. Et à chaque année, hein, sur des élèves de CM2 qui se débrouillent bien par ailleurs, hein,
chaque année, quand ils doivent faire découvrir aux autres groupes l'Aïd el-Kébir, ils échouent. Ah oui. Et bien alors là, moi, j'ai un silence de mort dans la classe, parce que quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi à faire deviner aux autres groupes l'Aïd el-Kébir, et que l'ensemble des autres groupes n'a pas trouvé l'Aïd el-Kébir, alors que je passe, que je leur dis attention, vous m'avez dit que vous savez, donc je veux le mot précis, en entier, etc., etc. J'insiste, hein, c'est vraiment, je les envoie pas au casse-pied pour le plaisir, parce que je sais que derrière, ça va faire mal. Et ben, chaque année, allez, on va réellement 1 minute, mais c'est long, hein, 1 minute vraiment en classe de silence. Mais silence de mort. Je n'ai pas réussi à faire deviner ça, alors que je sais que c'est facile, je sais le faire deviner. Et là, tout ce qu'on a fait sur croire et savoir au début, eh ben, ça rentre aussi en connexion dans leur petite tête et ils se disent, bah alors attends, et le vocabulaire que j'utilise, il a intérêt à être bien plus précis, et ce que je crois et ce que je sais, j'ai intérêt à être beaucoup plus clair, etc., etc. Et c'est, moi, chaque fois, c'est la séance charnière où après, ils sont 10 fois plus précis dans ce qu'ils vont utiliser, parce que là, on a touché à quelque chose qu'ils étaient censés maîtriser. Merci pour cette réponse. J'en ai d'autres. Hein. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Je crois que c'est le moment. Au tout début de l'émission, enfin au tout début de l'échange, vous parliez de tensions. En fait, l'idée d'apaiser les tensions. Et est-ce qu'on pourrait être un peu plus explicite sur ces tensions? Enfin, quelles sont les tensions qui existent finalement de façon générale en lien avec le religieux dans nos classes? Alors, moi, je commencerai déjà par dire l'idée que qu'il y a un tabou et un non-dit, c'est-à-dire, en fait, non, on ne peut pas parler de religion, donc du coup, il ne faut pas en parler, il ne faut pas le montrer. Et ça, en fait, ça crée déjà de la tension. Enfin, ça peut en créer, ça n'en crée pas toujours, mais ça peut en créer. Et notamment dans cette séance savoir-croire, qui est la première, souvent les enfants sont juste, mais tellement contents de découvrir que c'est possible de parler des croyances, de leurs croyances, mais aussi de découvrir d'autres croyances et voilà, de découvrir que c'est un objet dont on peut parler, un objet de discussion et sur lequel on peut apprendre des choses. Moi, je dirais déjà que ça apaise dans le sens où il n'y a pas cette suspicion de... Enfin, il n'y a pas cette idée que la laïcité, c'est pas parler des religions et c'est devoir cacher ses croyances. Parce que c'est pas le cas, enfin, sauf pour les enseignants qui, eux, doivent être neutres, mais pour les élèves, c'est pas le cas. Donc, ça lève déjà, par exemple, ça. Après, il peut y avoir des tensions d'élèves qui vont dire à d'autres élèves, tu devrais croire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et tout le travail de l'enseignement des faits religieux, c'est de dire que, et pour éduquer à la laïcité, c'est de dire qu'il y a autant de manières de croire et de pratiquer que d'individus. Et que du coup, précisément parce que c'est une croyance, tu peux pas imposer à l'autre de croire comme toi parce que ni mieux ni moins bien que lui, en fait. Et ça, les enfants, ils le comprennent vite. Oui, c'est ça, exactement. Finalement, ça donne un espace, en fait. Et on donne un espace pour que la parole se fasse et ça donne légitimité à tout le monde, quel que soit le positionnement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'entend pas. Enfin, Beko, justement. Ah oui. Oui. D'accord. Alors, ok. Comment ça se fait que... Alors, je suis étonnée qu'ils ne t'entendent pas parce que tu es bien en ligne. Du coup, l'idée, c'est de... Alors, qui n'entend pas, en fait? Moi, c'est ça la question. Oui. C'est ça, qui n'entend pas? Beko, qui n'entends-tu pas? Alors, en attendant, on résumera ce qu'on s'est dit là. Moi, j'ai d'autres questions encore. Je veux bien qu'on fasse un petit détour sur les appréhensions des collègues. Nous, en tant qu'enseignants, c'est quoi les appréhensions qu'il y a de façon générale? C'est quoi la chose qui nous fait le plus peur et qui, finalement, dans l'expérience, se lève assez rapidement? Parler religion dans les classes, ça fait peur. Les réactions des élèves entre eux, ce qu'ils vont pouvoir en dire, parce que je pense que on a quand même très peur d'avoir des réflexions racistes, des réflexions les autres religions, c'est naze, je ne veux pas en entendre parler, ou voire même ça n'existe pas, un blackout total, d'avoir une sorte
de mainmise d'une façon de penser par un groupe d'élèves qui serait mis en avant, empêchant toute discussion. Je pense que c'est vraiment, vraiment ce qui fait peur, et de rentrer dans une sphère privée dans laquelle nous n'avons pas à rentrer, d'apprendre des choses qu'on n'a pas à apprendre, parce que voilà, de penser que qu'en discutant de ces faits, on puisse engranger des conflits qu'on pense ne pas avoir parce qu'on n'en parle pas. Je ne sais pas si je suis très claire, mais tout à fait. Je pense que des fois, on se leurre, on se dit, on n'en parle pas, ouf, ça fait pas de vague, alors qu'en réalité, par derrière, il y a plein de petites remarques, plein de machins, etc. Et alors que quand on met les pieds dans le plat, au final, en parlant vraiment de manière très, très nette, oui, oui, ton voisin mange du porc, et oui, et donc, est-ce que c'est si grave? Alors oui, c'est grave pour toi, mais pourquoi? Et en fait, d'essayer juste de dédramatiser et d'en parler. Parce que s'ils n'en parlent pas, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une bulle d'air et une bulle de discussion. Si on n'en parle pas avec nous à l'école, où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir cette discussion-là, et où est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment dire et en discuter et argumenter que pour eux, c'est pas bien de manger ci ou ça, ou de faire ci ou ça. S'ils ne le font pas avec nous, ils ne le feront jamais. Donc, mais ça fait peur, ça c'est vrai. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça. Le lever ces tabous, c'est ce que tu disais, Karine, c'est le propre des tabous. En le mettant de côté, on pense que ça n'existe pas. Mais finalement, quand on le déterre, c'est bien plus simple. On perce l'abcès et on s'aperçoit finalement que ça peut s'écouler. Et puis, ça enlève les tensions, pour le coup. Alors, j'ai peur de la fuite des jeunes, qu'ils se retranchent quand ils découvrent qu'ils ne savent pas ou qu'ils croient savoir. Alors, moi, on m'entend peut-être pas, mais du coup, vous pourrez. Enfin, je comprends très bien cette position, mais à nouveau, je pense que. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le dire pendant des ateliers, de dire aux enfants, mais il ne s'agit pas de te dire que croire, c'est moins bien et moins important que savoir. C'est juste que c'est autre chose. Et ils ont besoin d'être rassurés là-dessus, vraiment d'être rassurés sur le fait qu'on n'est pas en train de leur dire que c'est pas légitime de croire. On leur dit juste que c'est quelque chose de différent. Et ça les rassure. Oui, il n'y a pas de rapport. Oui, tu as raison, Lola, je rebondis sur ce que tu dis. Exactement, il n'y a pas de rapport de force, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vrai que si on ne l'a pas suffisamment dit, et c'est primordial. Et quand on travaille le lexique sur croire et savoir, c'est vraiment ce qui doit être mis en valeur, c'est que c'est juste deux mots avec deux définitions différentes qui ne sont pas si simples à trouver. Et c'est pour ça que ces croire et ces savoir vont rester dans le cahier en EMC et quelque part dans la classe en gros, avec en dessous quand même des synonymes, des exemples concrets sur lesquels ils se seront appuyés pour le construire, se croire et se savoir. Mais effectivement, oui, il n'y a pas d'ordre de priorité. Je suis complètement d'accord avec Lola et c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Et ça m'amène, alors, avec des CM2, c'est intéressant. Est-ce qu'ils te parlent, par exemple, de l'expérience du Père Noël, où ils sont passés à un moment du croire c'est pas quelque chose qui vient sur le tapis? Pas beaucoup sur mon expérience d'école. Peut-être qu'on pourrait le retrouver sur d'autres expériences, mais sur la mienne, pas trop, parce que déjà, premièrement, comme je l'ai dit, j'ai peu d'enfants chrétiens sur mon école. Ils fêtent Noël, mais pas forcément avec ce petit côté. Et puis, c'est quand même c'est des quartiers où ils sont vite grands sur certains sujets. Donc, en maternelle, on est encore vraiment dans ce côté très, très petit, mais nous, assez vite, donc non, ils ne reviennent pas trop sur des sujets comme ça, mais sur d'autres, oui. Et puis, encore une fois, ça peut très bien se trouver chez moi. Et oui, oui. Ah ben non, c'est Lola qui parle. Oui, c'est Lola. Oui, c'est parce que je rajoute des infos, comme on ne m'entend pas. Mais alors, pour répondre du coup, mais Beko ne m'entend pas. En fait, précisément, l'objectif de cette séance, c'est de faire ce travail. C'est le début de ce travail de conceptualisation, mais avec des mots simples, parce que les enfants, ils vont dire, globalement, vous verrez le mind map dans la fiche outil, mais les enfants, ils disent, on sait quand on peut observer, quand on peut toucher, quand on peut voir, quand on peut faire une expérience.
on croit quand on peut pas vérifier, quand on n'est pas sûr, quand on nous l'a dit mais que il y a pas assez de sources. Enfin voilà, c'est ce travail-là, c'est l'enjeu de cette séance. Du coup, Beko, je ne sais pas si tu as entendu la réponse. Donc, Lola disait que c'est vraiment l'objet de… Ah oui, alors c'est très étrange. Ouais, Bon, je peux l'écrire alors. Bah, je peux essayer de paraphraser ce que tu disais. C'est que tu disais vraiment que c'était l'objet. Il n'y a pas de travail en amont pour conceptualiser, puisque c'est l'objet de cette séance. Et moi, de ce que j'entends, de ce que vous dites toutes les deux, c'est que finalement, cette séance est un déclencheur, mais que au quotidien, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, c'est quelque chose qui va s'affiner finalement. Oui, ça va s'affiner et ça va leur permettre d'avoir un vocabulaire bien plus précis quand il va y avoir… alors, moi, je parle dans les apprentissages, bien sûr, mais également quand il y a des conflits. Donc, un truc très classique. Alors, bon, alors au collège, je sais pas exactement, mais nous, en élémentaire, on est sur tous les fronts, on est de cours de récréation. Donc, dès qu'il y a eu un conflit, soit on était dans la cour, soit on le récupère quand on rentre en classe. Et comme on les a toute la journée, bah forcément, ça peut revenir. Et on a, oui, machin, je sais qui m'a insulté. Et là, au fur et à mesure, ben, qu'on va travailler le croire et le savoir en classe, en EMC, et bien tout d'un coup, il y a un autre qui va arriver qui va dire, tu sais qui t'a insulté ou tu crois qu'il t'a insulté? Ah mais je crois parce que machin m'a dit que, mais lui il sait. Et en fait, c'est intéressant parce qu'au bout d'un moment, de leur rabâcher quand même aussi, attention, là emploie le bon terme, etc. Et ben il y en a qui vont finir également par l'introduire lors de choses très, voilà, comme un conflit où c'est des moments de tension pour le coup assez importants. Donc ça sert dans le vivre ensemble. Tout à fait. Ce que j'entends aussi, c'est que finalement, il faut accepter que ça prenne du temps à s'installer. Il y a une séance qui déclenche, il y a une séance qui commence à structurer les choses. On en garde trace quelque part pour y revenir. Et j'imagine aussi qu'on peut le faire évoluer. Quand je vous entendais parler des représentations du début, moi, j'imaginais bien ces post-it finalement qu'on met, mais aussi qu'on peut faire bouger à certains moments parce que je ne sais pas, ce noyau un peu d'incertitude, on peut se dire, ah ben, ça, on l'a vérifié ou pas? Tiens, on l'a vérifié. Donc, on peut peut-être le faire bouger. Et c'est une matière vivante, finalement. Et de faire le deuil que tout soit résolu au bout de cette séance-là. On met en place quelque chose qui va vivre et qui va s'expérimenter et s'affiner, comme vous le dites toutes les deux. Et d'où l'importance aussi d'aller au bout de notre histoire de cycle et de pas, enfin surtout ne pas se dire oh bah ils l'ont fait en CM1, je le refais pas en CM2. Parce qu'au contraire, c'est vraiment de revenir parce qu'à chaque fois on va un petit peu plus loin et puis il y a des notions, elles sont tellement abstraites, le vocabulaire est tellement riche que le fait de pouvoir le refaire voilà en CM1, en CM2, en 6e, eh bien ça permet quand même vraiment d'être plus sûr des mots qu'on emploie, de mieux les comprendre, de mieux les utiliser. Et, c'est vraiment important. J'avais une classe, une année de CE2, CM2. Et moi, ce projet de l'arbre à défis, ça m'a toujours, vraiment, depuis que je l'ai découvert, je veux le faire. Mais je sais aussi que sur des CE2, ils sont trop jeunes. C'est vraiment compliqué. Qu'une classe de CE2, il y a trop de choses entre voilà, ce que j'ai dit, le vocabulaire, le travail de groupe, l'écrit, etc. C'est trop dur. Mais comme j'avais des très bons CM2 et des CE2 qui étaient bons à l'oral, qui avaient envie, qui étaient débrouillards, je les ai mixés. Et c'était l'année du grand débat où voilà, il fallait envoyer des idées. Et c'est vrai qu'on nous avait demandé si la classe voulait participer. Et c'est incroyable, les CE2 voilà, ils ont dit, bah si, ils posaient des questions super intéressantes. Les CM2 écrivaient tout, par contre, parce que c'était plus rapide. Mais au niveau des échanges oraux, c'était très riche. Et ces CE2, je les ai récupérés en CM1, une partie. On a refait le jeu. Et là, ça a commencé à devenir assez intéressant parce qu'en fait, ils avaient gardé des petits termes, mais pas tout, très peu.
Et puis là, en CM2, ils vont le refaire et j'ai hâte de le voir ce qu'ils en ont gardé. Et s'ils pouvaient continuer au collège, ce serait… Et avec la maturité, effectivement, de rajouter des couches et ne pas le penser comme acquis. J'aurais bien envie de poser une dernière question, s'il n'y en a pas dans le chat, c'est à ton avis, quel serait le point de vigilance à avoir? Est-ce qu'il y en a un et qu'on puisse se l'expliciter et de se dire, OK, quand on se lance là, le point de vigilance, ça serait ça. Sur croire et savoir, moi je dirais que le point de vigilance, il est de ne jamais être dans le jugement au final. Parce que je ne sais plus qui le disait, il a écrit des enfants que ça pourrait renfermer, en fait, de se rendre compte qu'ils ne savent pas ou que c'est pas tout à fait ce qu'ils pensent, qu'on attend d'eux, etc. Et en fait, je pense que nous, plus notre posture reste très neutre et simplement dans une posture accueillante, de tout ce que tu as à dire, dis-le parce que c'est vraiment l'endroit où tu peux aller et on l'écrit parce que voilà, ta parole, elle est importante. Et après, on va laisser faire le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va jamais dire ce qui a été dit là, c'était complètement faux ou c'était pas du tout croire, c'était pas du tout savoir. Non, ça, on va laisser la classe rééquilibrer en disant maintenant, est-ce qu'on a compris de notre définition de croire, de notre définition de savoir? Nous, on pense que ce qu'a dit notre camarade, ça serait plus savoir, ce serait plus croire. Et puis vous, là, nous, on a notre rôle. Qu'est-ce que tu en penses? S'il en pense rien, c'est pas grave. On a aussi le droit de pas penser sur le coup. Mais c'est peut-être ça le point de vigilance, il est plus de nous, la manière dont on va accueillir l'information et dont on va aussi obliger, parce que alors là-dessus, moi je trouve que là-dessus je suis intransigeante, parce que c'est obliger les autres camarades à accepter aussi les idées des uns et des autres. Et là-dessus, ça veut dire que tout de suite, on ne sourit pas, on ne rigole pas parce que ça peut évoquer une moquerie, que c'est pas le lieu. Donc, quand en mathématiques, je demande un résultat et que quelqu'un se trompe, vous n'êtes pas en train de ricaner parce qu'à un moment donné, ça arrive à tout le monde. Là, c'est pareil, il n'y a pas de chacun dit, mais chacun entend. Et ça, c'est peut-être le point de vigilance, il est vraiment là sur la posture de l'enseignant. Oui, et du coup, sur le climat sécure, en fait, dans lequel ça se passe. Oui, alors je lis. Alors, c'est compliqué, j'en suis d'accord. Par contre, moi, je vous assure que c'est extrêmement enrichissant. C'est-à-dire qu'on a le savoir, on l'a toujours. C'est pas parce qu'on n'est pas devant eux face à toute notre classe que c'est pas nous qui sommes une référence au savoir. C'est pas nos élèves qui deviennent la référence au savoir. Par contre, on va s'appuyer de ce qu'ils savent, comme on le fait généralement dans toutes les matières. Hein. On va s'appuyer de leurs connaissances à eux pour les amener vers ce que nous, on a à leur transmettre. Et ce que tu dis, c'est que finalement, il faut installer dès cette première séance le fait que de croire, ça appartient à l'intimité et que personne n'a le droit de juger de ça. Et donc, à partir du moment où on le met sur ce registre-là, personne, mais vraiment personne, n'a le droit de juger de ça, quoi. Et d'aller interférer avec cette intimité. Et je trouve que l'enjeu, dans ce que j'entends, en tout cas depuis le début, c'est cette équivalence entre savoir et croire, quoi. Alors, dans un pays… Je dirais pas équivalence, Nathalie, pour le coup. Je dirais pas équivalence, mais différence irréductible, quoi. C'est absolument différent. C'est pas équivalence, c'est différent. Voilà. Et parce que ce que je veux dire, c'est que dans l'idée d'équivalence, il y a cette idée que ça se vaut, alors que précisément, des choses qui se valent, c'est quand elles se comparent. Là, c'est autre chose. Et pardon. Et du coup, j'ai rajouté, moi, dans le chat, vu que Beko m'entend pas, mais en disant, pour moi, les précautions, mais c'est celles qu'on a déjà dites, c'est ne pas opposer savoir et croire, parce que précisément, l'objectif de cet exercice, c'est de montrer que c'est deux choses différentes qui s'opposent pas nécessairement. Et aussi d'avoir en tête qu'il ne faut pas, parce que comme les enseignants, ils ont quand même pour rôle de transmettre des savoirs, y compris sur les croyances, d'être vigilant quand même à pas faire passer les croyances pour quelque chose d'irrationnel, d'insensé et qui n'est pas important. C'est important pour certaines personnes. Voilà. Et je vous mets dans le chat une émission qu'on a faite il y a, pour la préparation du 2 novembre, qui s'appelle Dialoguer, ça s'apprend. Je trouve les intervenants lumineux
Et je trouve que ça pose les choses dans comment on installe un climat sécure pour dialoguer. Donc voilà, ça c'est une petite ressource complémentaire. Ouvrez-la dans votre navigateur avant qu'on ferme le chat, sinon vous n'arriverez pas à la retrouver. Enfin, vous la retrouverez sur la page Facebook Être Prof. Mais vraiment, je vous conseille, je trouve que ça structure très clairement ce que c'est que le dialogue, pour revenir à ce que c'est, que ce n'est pas un débat, on n'essaye pas de convaincre l'autre, mais on s'ouvre à la différence et on préétablit le fait qu'on va écouter l'autre et dans ce qu'il a, dans la différence qu'il a à nous donner à voir. Voilà, j'ai adoré interroger et partager un temps avec ces deux personnes. Je vous le conseille. Voilà. Et moi, je mets un lien vers un texte de notre site, voilà, pour ceux que ça intéresse, qui précise savoir et croire ce qu'il s'agit d'enseigner, qui n'est pas directement dans les ressources Être Prof, voilà, qui est un plus, quoi, un bonus. Super, un petit bonus. Un immense merci à toutes les deux. Je me retrouve dans ma posture d'émission. Bien, merci, mesdames. Merci. Merci à ceux et celles qui étaient là. Et je crois que c'est tout. Est-ce que vous aviez un petit mot de conclusion? Non. Merci, Karine. Merci à vous et faites croire et savoir avec vos élèves. Je suis sûre que vous allez avoir plein de bonnes surprises. N'ayez pas peur de ce qu'ils vont dire et au contraire, vous allez vous en servir et amorcer des discussions. Le plus dur sera de revenir à vos apprentissages parce qu'une fois qu'on va partir dans ces discussions, on ne s'arrête plus les uns les autres et quand on arrête, ils disent « Oh, mais si on pouvait encore un petit peu… » Non, on a quand même nos maths et notre français à faire. Donc, bon courage à tous. Bon, bah super. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire au dispositif si vous le souhaitez. Et bien sûr, retrouver toutes les ressources construites avec l'association Enquête sur la page. Vous pouvez remonter dans le chat et je vous l'ai mise. Je peux vous le remettre juste avant de partir. Et après, on peut aller se coucher. Un immense merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.